Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Pascal Arnaud d'Ixel Group. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour ce web séminaire d'1 heure qui portera sur le déploiement d'une démarche Lean Service. Pour le confort de tous, les micros et les haut-parleurs de vos ordinateurs sont coupés. Seuls les intervenants auront la parole. Vous pourrez toutefois poser vos questions tout au long de la session via le module de questions situé en bas de votre écran. Cette séance sera animée par Emmanuel Delmas, consultant senior, Black Belt, Lean et Six Sigma, spécialisé dans les projets Service Office. Au cours de ce web séminaire d'1 heure, Emmanuel vous donnera les clés pour mettre en œuvre une démarche dans les processus administratifs ou de service. En préambule, quelques mots sur Ixel Group. Créé en 1988, Ixel est un cabinet de conseil et formation spécialisé dans les démarches d'amélioration des performances. Depuis 25 ans, Ixel accompagne les entreprises dans leur démarche d'amélioration continue et place le développement des compétences en Lean et Six Sigma au centre de ses préoccupations. Emmanuel, merci de cette animation. Je te passe la main pour présenter le sommaire de cette conférence. Bonne séance à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci Pascal. Donc pour cette webconférence, nous allons aborder 5 thèmes. Le premier sera parti sur les constats que l'on peut faire par rapport aux entreprises et aux démarches à l'heure actuelle. Ensuite, la deuxième activité sera les caractéristiques en fait, du Lean Service par rapport au Lean Manufacturing. Le troisième thème sera comment s'y prendre. Quand vous voulez déployer une démarche, on vous donnera en fait les notions qu'il faut prendre en compte. Ce qui nous permettra ensuite d'aborder les différentes phases pour réussir une démarche Lean. Et puis, nous aurons la chance de pouvoir avoir une présentation en fait, vidéo d'un client auquel nous avons déployé une démarche Lean. Et puis, ça nous permettra de revenir sur quelques notions de type chantier Kaizen et également tout ce qui va être lié à la supervision active. Ce que je vous propose, c'est de débuter sur les constats. Donc, je pense que ces constats sont assez partagés. C'est que nous sommes dans un marché global et concurrentiel. Et les entreprises, à ce jour, doivent faire preuve de souplesse, d'adaptation et de pouvoir faire également preuve d'anticipation. Les problématiques que l'on peut voir, c'est des entreprises qui ont quelques difficultés à servir leurs clients dans les temps, des délais de réaction trop longs, une baisse de la qualité de service. Et on peut voir également que dans certains processus, administratif, on n'a pas obligatoirement une vision avec un volume très important. Pour autant, on voit que les gens dépensent beaucoup d'énergie pour arriver à sortir ces services. Et ça fait penser qu'effectivement, dans certains processus, nous aurons des notions de reprise de charge, de travail sans valeur ajoutée qui viennent induire une charge de travail supplémentaire et qui ne correspondent à aucun besoin. On verra également qu'on a des processus effectivement qui vont s'essouffler du fait de ces reprises de charge, ces lenteurs. Et puis on a également une autre chose, ce qui fait qu'il y a des priorités qui changent tous les jours, ces changements ne sont pas obligatoirement partagés, et ce qui donne l'impression que l'encadrement navigue à vue pour l'ensemble du personnel et donc un non-partage des objectifs et une remise en cause de l'encadrement. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on veut faire une démarche à ce jour, il faut qu'il y ait deux notions. D'abord, il y a une vision de la direction, c'est-à-dire que la direction soit claire quant à ses objectifs. Donc généralement, on s'aperçoit que si on veut travailler sur une vision stratégique, ça va se décliner sur 2 ou 3 ans, avec une décision claire sur les objectifs à atteindre et puis les séquençages en termes d'outils, de méthodes à utiliser. Et ça, dans de nombreuses entreprises qui mettent en place des démarches Lean, on s'aperçoit qu'on vient amonceler des outils sans avoir une vision globale, et ce qui ne permet pas à l'ensemble des acteurs de l'entreprise de comprendre mais pourquoi on déploie cet outil-là plutôt que celui-ci, pourquoi on fait cet outil en premier, pourquoi pas en deuxième, pourquoi pas dans mon secteur, pourquoi dans le secteur du voisin. Donc là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vision partagée au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important de bien redéfinir une stratégie avec une vision claire sur les enjeux à atteindre et de pouvoir associer également de cette manière-là les outils et le séquençage. Et de cette manière-là, on peut effectivement déjà
clairement identifier des objectifs et donc de pouvoir focaliser l'entreprise sur ces chantiers qui vont devoir mettre en œuvre. Donc là, ça permettra aux gens du terrain de pouvoir s'intégrer et s'imprégner de cette vision et de pouvoir y participer dans ce qu'on appelle des chantiers. Alors chez nous, ça va être décliné dans des chantiers Kaizen traditionnellement. Ce sont des chantiers simples et qui permettent aussi de manière concrète à l'ensemble des acteurs de l'entreprise de pouvoir s'impliquer dans l'amélioration des performances de l'entreprise. Il est clair que quand on va mettre en place ces chantiers, on aura besoin effectivement d'impliquer les gens, les acteurs du terrain, et ça fait partie des 3 piliers, hein, je vous rappelle, du Lean, qui sont le juste à temps, la remise en cause permanente, et puis l'implication des acteurs du terrain. Le Lean Service a quelques spécificités, bien évidemment, par rapport au Lean Manufacturing. Il y a première grande différence, c'est que le service, à l'inverse du manuf, c'est que le service n'est pas la physique. Et donc, on a toujours des problématiques de visualisation de ce service. Et donc, l'une des problématiques que l'on va avoir, hein, ou l'un des points à prendre en compte, c'est d'arriver à rendre visible ce service, hein, donc cette donnée immatérielle. Donc, il va falloir forcer nos chantiers à rendre visible au travers de tout ce qui peut être les outils de description de flux, mais également tout ce qui va être lié à l'animation intervalle court. Donc là, bien évidemment, ça fait partie des spécificités. Hein. Donc le produit n'est pas visualisable, donc difficulté de pouvoir l'observer au niveau du flux. On s'aperçoit aussi c'est que ce n'est pas obligatoirement très évident quand on va vouloir faire des mesures, parce que qu'est-ce qu'on appelle valeur ajoutée, non valeur ajoutée, comment on peut le quantifier sur des process immatériels, c'est beaucoup plus complexe. Si jamais vous prenez un processus commercial, on peut considérer qu'un commercial, quand il rentre des commandes, c'est sa valeur ajoutée. Mais il va falloir aussi clairement définir ce qu'on appelle la non-valeur ajoutée. Généralement, elle se caractérise en 2 sous-familles. Il y a la non-valeur ajoutée nécessaire pour la création de valeur ajoutée. Ça, ce serait un commercial qui est en train de préparer sa visite client. Et puis après, il y aura vraiment la non-valeur ajoutée pure. Ça, c'est le temps d'attente pour sortir des données du système d'information. Donc là encore, des difficultés donc à prendre en compte, mais une fois qu'on les a bien appréhendées, voilà, les rendre visualisables au travers des outils et puis permettre également de mettre en place une animation intervalle court qui permette également de visualiser l'état d'avancement de ce service immatériel. De toute façon, si jamais on prend un peu de recul, on s'aperçoit que le commercial, le processus commercial, eh ben, lui, il doit sortir des commandes. Le processus de comptabilité, il sort des factures, il sort du recouvrement. Le processus ressources humaines, il va sortir des recrutements, il va sortir des formations réalisées. Et puis, le processus achat peut sortir des commandes. Donc, on voit bien une donnée de sortie hein, pour chaque processus. Des spécificités en termes d'outils. Donc, nous, quand on va chercher à visualiser hein, le processus service, on a des outils qu'on utilise très régulièrement. Donc, on va utiliser le diagramme de flux, par exemple, si jamais on veut travailler sur la visualisation des flux. Donc, on va permettre d'utiliser cet outil parce que ça nous permet d'identifier les différents acteurs, les données de sortie. Ça permet également de faire ressortir tout ce qui est les dysfonctionnements, les anomalies. Et puis, ça permet aussi de relier les responsabilités, mais ça permet également de relier également le système d'information dans lequel nos acteurs vont évoluer. On va utiliser également des outils que l'on appelle graphes temps-valeur. C'est des outils qui permettent de visualiser par rapport aux activités la notion de valeur ajoutée, non-valeur ajoutée. Donc, valeur ajoutée au travers de l'information verte et la non-valeur ajoutée au niveau de l'information rouge. Et ça permet de pouvoir identifier la notion d'efficience du processus. Donc, le pourcentage de valeur ajoutée sur le temps de cycle global du processus. Et puis ensuite, on va pouvoir travailler également sur tout ce qui est l'équilibrage des postes. Une fois qu'on aura visualisé la valeur ajoutée, non valeur ajoutée, on va pouvoir l'équilibrer en utilisant la notion de temps TAC, donc qui va correspondre à la cadence du client pour pouvoir équilibrer l'ensemble des acteurs sur ce temps. Une chose importante qu'il faut prendre en compte quand on travaille sur les processus de service, c'est l'importance que peut avoir le système d'information. En effet, quand on va prendre un processus, là par exemple à ce jour, nous travaillons par exemple sur un processus achat, on va voir qu'on va naviguer entre SAP, les supports papier, des fichiers Excel, et donc difficulté de relier l'ensemble de ces systèmes d'information et d'éviter les reprises de charge. On voit que ce n'est pas obligatoirement très simple. Et puis on voit par contre que si on veut travailler sur l'amélioration de ces process, si on n'a pas les acteurs du système d'information,
on verra qu'on va vite toucher les limites de ce qu'on pourra faire en termes d'amélioration. Alors, comment s'y prendre? Traditionnellement, on met en place des méthodes et nous, on applique 3 phases. La première phase, ça va être tout ce qui va être lié à l'état des lieux. Donc, c'est de faire un diagnostic de performance. Le but, c'est de mettre en adéquation en fait l'ensemble des participants avec une vision basée sur des informations, des faits, et permettre de cette manière-là de pouvoir construire notre roadmap, qui sont traditionnellement une roadmap sur minimum avec une vision d'1 an, et traditionnellement ça accompagne la stratégie sur 2 ou 3 ans. Ensuite, nous verrons qu'il y a une deuxième phase, c'est la phase où nous mettons en œuvre des chantiers. C'est des chantiers pilotes pour pouvoir également mener des actions d'amélioration rapidement sur le terrain, mais également former des acteurs de l'entreprise qui prendront ensuite le relais sur la phase 3, qui sera la phase de déploiement de ces chantiers sur 6 à 24 mois. Et puis on verra également qu'il va falloir arriver à trouver les moyens de pérenniser ces résultats. Et un des outils que nous utilisons, c'est la supervision active. Donc si on revient sur la phase 1, qui est liée au diagnostic de performance, le but, ça va être de disposer d'un socle factuel pour pouvoir planifier les chantiers et aligner l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc cette phase 1 va se dérouler au travers d'un diagnostic. Donc comme je vous disais, le but, ça d'être très factuel, avec des constats objectifs et de faire participer les acteurs à ce diagnostic pour que ce ne soit pas simplement un diagnostic qui est fait par des consultants, mais également par des acteurs de l'entreprise. Et ça permet de mieux partager les résultats ensuite, qui nous permettront d'aligner l'ensemble des équipes au travers de la roadmap. Donc notre diagnostic se décompose suivant 3 thèmes. Il y a toujours le premier thème qui est lié à la voix du client, c'est comprendre quels sont les besoins et les attentes de nos clients. Est-ce qu'on répond bien à l'ensemble de ces attentes ou non? Deuxième chose, c'est une fois qu'on a bien identifié ces besoins et ces attentes, est-ce qu'on a mis en face de ces besoins et ces attentes des processus qui soient suffisamment robustes pour pouvoir répondre à leurs besoins? Donc là, sur ces processus, c'est là où on va utiliser nos diagrammes de flux qui nous permettent d'identifier la valeur ajoutée, non valeur ajoutée, tout ce qui est les gaspillages, les dysfonctionnements. Ça nous permet également d'identifier les postes goulots. Donc les postes goulots, en fait, ce sont les postes en fait, qui vont entraîner en fait un retard dans le temps de cycle du processus. Et ces postes goulots sont généralement issus d'un non-équilibrage des postes liés sur la valeur du temps de TAC. Une fois qu'on aura identifié nos process, on va également se poser la question de dire, puisqu'on a bien compris les besoins du client, qu'on a bien défini les process qui doivent permettre de répondre à ces besoins, est-ce qu'on les pilote de manière journalière, hebdomadaire, pour faire que finalement on arrive à répondre à ces demandes. Donc là, c'est toute la partie pilotage. On va s'apercevoir qu'on pourrait avoir les meilleurs processus du monde si jamais ils ne sont pas pilotés, managés de manière régulière, si on ne reprend pas en compte les dysfonctionnements, les anomalies, qu'on ne cherche pas à les traiter dans des groupes de résolution de problèmes ou dans des axes d'amélioration, on ne pourra pas avoir des standards qui permettent de répondre aux besoins et aux attentes du client. Et donc ça, c'est les 3 axes. Voix du client, toute la partie déroulement d'activités qui va être basée sur les flux, et puis toute la partie pilotage et management de ces activités. Donc le diagnostic dans lequel on va chercher effectivement à comprendre les besoins et les attentes de nos clients. Donc là, à ce niveau-là, on va utiliser des choses de type les enquêtes de satisfaction, mais on va utiliser également tout ce qui est les réclamations clients. On va faire des liaisons également avec des problématiques de type litige sur les facturations. On s'aperçoit que finalement, les clients, un des remontées d'informations, c'est le non-paiement des factures. Et donc, à partir du moment où il y a non-paiement des factures, on peut chercher à comprendre mais pourquoi elles ne veulent pas payer leurs factures. Et donc, ça nous donne tout un tas d'informations sur les problématiques qu'on peut avoir au travers de nos process. Est-ce que ce sont des problématiques commerciales? Est-ce que ce sont des problématiques administration des ventes, non-validation des factures? Donc ça nous permet de remonter tout un tas d'informations par rapport à nos process et au dysfonctionnement qu'il peut y avoir dans ce process. Donc premier axe, c'est tout ce qui va être lié à la voix du client. Deuxième axe, c'est tout ce qui va être lié au processus. Donc là, on va chercher d'abord à visualiser les flux, donc au travers d'outils qui peuvent être VSM, diagrammes de flux. On peut utiliser aussi dans certains cas des analyses de déroulement. Et on va chercher à quantifier ces flux au travers de graphes temps-valeur, voilà, pour identifier effectivement les postes goulots et pouvoir travailler sur un deuxième temps des notions d'équilibrage de ces flux.
Le troisième axe, c'est finalement de regarder le manager et de savoir est-ce que les activités qu'il fait dans sa journée sont bien les activités pour lesquelles il est payé, et est-ce qu'il ne fait pas d'autres activités, voilà, et est-ce qu'il est réellement en train de ce qu'on appelle superviser de manière active son atelier, son secteur, son service, ou est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de manière systématique à résoudre des problèmes, mais toujours en retard de phase, suite à des réclamations, des dysfonctionnements. Donc là, on va utiliser tout ce qui est l'analyse des activités managériales. On va regarder également tout ce qu'il met en œuvre sur le pilotage de son service et on analysera les standards et les méthodes de travail. Une fois que nous aurons réalisé ce diagnostic, nous devrons partager les résultats de ce diagnostic et à partir de ce partage-là, nous pourrons construire ce qu'on appelle la roadmap, la feuille de route. C'est sur cette feuille de route qu'on va identifier avec l'entreprise les chantiers qu'on va mettre en œuvre et les outils qu'on va être amené à utiliser dans le cadre de ces chantiers. Généralement, nous partons sur des roadmaps qui partent sur 24 mois, parce que ça permet de pouvoir accompagner la stratégie et puis de donner une vision aussi à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, à quel rythme et à quelle vitesse nous allons pouvoir travailler. Donc la roadmap va nous permettre de pouvoir identifier les chantiers qu'on va pouvoir mener dans la phase 2. Donc la phase 2, c'est une volonté de mener des chantiers de manière rapide et de se servir de ces chantiers également pour former les acteurs de l'entreprise qui auront également en charge, eux, de les mener dans le cadre de la phase 3. Donc lancer des démarches par des pilotes. Donc généralement, on découle cette phase sur 1 à 3 mois, où dans lequel en fait on va travailler sur menons les premiers chantiers, donc, accompagnons donc les acteurs de cette entreprise, donc lancer la démarche, installer une dynamique positive et impliquer au maximum les gens du terrain parce que c'est eux qui auront en charge ensuite de continuer à déployer ces chantiers et de pouvoir les généraliser et d'accroître ensuite notre force de frappe à l'intérieur de l'entreprise. Phase 2, donc initier la transformation, on mène quelques chantiers. Nous allons montrer une vidéo dans laquelle vous allez retrouver un exemple de chantier Kaizen qu'on a mené chez NetQuattro. Fitness Boutique, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant 15 ans. Aujourd'hui, c'est un groupe de 70 points de vente. On est spécialisé dans l'équipement de fitness, musculation et produits de diététique, nutrition sportive. L'un des principes d'intervention qu'on a mis en place au niveau de NetQuattro, ça a été effectivement de traiter nos chantiers suivant la méthodologie Kaizen. Donc les deux chantiers qui sont liés sur les produits reconditionnés ou sur le 5S, c'est de mobiliser les ressources sur une thématique dédiée avec un temps consacré. Donc si on prend le chantier 5S, il a été traité au niveau de 4 jours de travail avec l'ensemble des équipes. Donc là-dessus, on a pu effectivement mener l'ensemble du chantier et définir les standards. Alors que sur le chantier lié aux articles de reconditionné, ça a été un chantier qui a été dans la phase de préparation de 48 heures. Le but, c'était qu'en 2 jours, on fasse l'état des lieux des produits à traiter, qu'on identifie leur niveau de difficulté en termes de réparation et qu'on identifie également le planning de traitement de ces produits. Et ensuite, l'ensemble de ces produits ont été traités et ont été suivis en termes de performance de traitement au niveau de la supervision active qu'on avait mis en place. Donc, dans le cadre de cette vidéo, en fait, qui vous expliquait un chantier Kaizen au niveau de NetQuattro, donc c'était sur les produits reconditionnés, hein, c'est des produits qui reviennent des clients, soit convenance personnelle, ne désirant plus avoir ce matériel, ou également un matériel où il y a une réparation à effectuer et l'entreprise préfère vous envoyer, vos clients, un appareil neuf et je récupère en contrepartie cet appareil qui, suite à une réparation, pourrait être revendu à un prix préférentiel. Donc ce qu'on a vu au travers de cette vidéo, c'est finalement comment mener un chantier Kaizen et on va s'apercevoir qu'un des facteurs importants pour ces chantiers Kaizen, c'est la phase de préparation. C'est effectivement de bien trouver quels sont les acteurs qu'on veut mettre dans ce chantier. Effectivement, pas simplement équilibrer les profils, mais mettre aussi en place des gens qui peuvent être un peu plus dubitatifs par rapport à ces missions pour pouvoir également les impliquer. Et puis après, réaliser ces chantiers, comme on dit, c'est traditionnellement 3 à 5 jours et il va falloir mobiliser l'ensemble des équipes sur un objectif et de pouvoir le séquencer afin de pouvoir atteindre ces attentes. Donc,
au niveau d'un chantier Kaizen dans le service, il y a des différences, c'est-à-dire que généralement, un chantier Kaizen dans l'industrie, on met en œuvre des outils et on dit qu'on doit aller jusqu'au bout. Hein. Donc si on fait un chantier 5S, il faut aller jusqu'à la fin, définir les standards, donc nettoyer, ranger, ordonner, mais définir également les standards de ce nouveau lieu. Alors que nous, dans les services, on verra qu'on s'arrête traditionnellement plus sur la phase innovée. En effet, quand on va faire des chantiers Kaizen de type amélioration, résolution de problèmes, on a l'habitude, nous, d'utiliser la méthode DMAIC, donc définir, mesurer. Donc la mesure, ça permet de faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs du chantier Kaizen de l'état dans lequel on se situe, d'être factuel également. Ensuite, une fois qu'on aura fait cette phase mesure, on va travailler sur la phase analyser, comprendre pourquoi nous pouvons rencontrer ces dysfonctionnements. Donc là, on va utiliser des outils de type 5M, les 5 pourquoi, pour pouvoir ensuite identifier les axes sur lesquels on va pouvoir innover, donc l'innovation, l'improve de DMAIC. Et traditionnellement, dans les services, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'arrêter traditionnellement dans cette phase, c'est-à-dire identifier des axes sur lesquels on va pouvoir s'améliorer. On va pouvoir également faire des prototypes pour venir asseoir notre démonstration, mais on sera rarement dans la généralisation parce qu'il faut traditionnellement faire bouger les systèmes d'information. Donc ça peut être des problématiques très simples, l'achat de licences, former les différents acteurs de l'entreprise sur de nouvelles pratiques, et ça on ne peut pas le faire généralement dans un chantier Kaizen. Donc généralement dans les services, on s'aperçoit qu'on s'arrête traditionnellement sur la partie innovation, mais il faut bien structurer en fait nos axes d'amélioration, et je vous dis l'asseoir sur des phases de prototype. Ensuite, c'est pour ça aussi que je vous disais, l'important c'est quand on va définir le groupe pluridisciplinaire qui va participer à chantier Kaizen, il est traditionnellement important de bien identifier quels sont les acteurs de ce système d'information pour pouvoir les faire participer, qu'ils puissent ensuite être acteurs ou prendre le relais de ce chantier Kaizen. Voilà. Donc ce qu'on dit, c'est que traditionnellement, les chantiers Kaizen dans le service se terminent souvent par l'identification de solutions, mais pas par jour par des solutions clés en main, pouvant être déployées dès le lendemain du chantier. À l'inverse, dans le service, dans l'industrie, excusez-moi, où là, effectivement, on a traditionnellement des chantiers qui peuvent être aboutis. La phase 3, c'est tout ce qui va être lié au déploiement, donc des autres chantiers qui sont identifiés au travers de la roadmap. Donc là, c'est ce qu'on vous disait, c'est traditionnellement sur 6 à 24 mois. Le but, ça va être d'avoir formé des acteurs dans ces premiers chantiers, puis qu'ils soient capables également de prendre des relais sur les chantiers suivants qui vont devoir être amenés à utiliser. Donc ça ne veut pas dire qu'une fois qu'ils ont simplement suivi un chantier, on peut les laisser acteurs de leur changement, mais ce qu'on fait, c'est que traditionnellement, en fait, ils deviennent responsables des chantiers, puis nous, on est plus là comme un appui, un guide méthodologique, et puis pouvoir participer dans certains cas pour partie à leur chantier, pour pouvoir leur amener des éléments complémentaires en termes d'outils, en termes de méthodes. Le rôle aussi qui est lié à la phase 3, c'est comment pérenniser nos résultats sans avoir un retour en arrière ou sur les pratiques intérieures. Donc là, on utilise la méthodologie qui va être liée à la supervision active, dans lequel on va utiliser deux choses qui sont fondamentales. Tout ce qui va être lié à l'animation intervalle court. Donc là, il va falloir asseoir nos processus sur cette animation, lier nos objectifs, nos indicateurs, et puis valider que les chantiers qu'on a mis préalablement apportent bien les attendus en termes de résultats. Donc là, il va falloir effectivement former les acteurs sur la supervision active et surtout sur l'animation. Donc quand on déploie une supervision active, nous avons l'habitude, nous, traditionnellement, de travailler sur 3 temps. Il y a ce qu'on appelle l'AIC1 qui va être la définition de la pyramide des indicateurs avec la définition des objectifs. La notion de AIC2, c'est définir quels sont les acteurs qui doivent participer, à quel niveau d'animation et sur quel support et à quel fréquentiel. Donc ça, c'est ce qui va être lié à l'AIC2. Et puis l'AIC3, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire en termes d'accompagnement au changement de ces acteurs dans l'animation de cette animation à intervalle court. Un autre fondement de l'animation, de la supervision active, c'est également tout ce qui va être lié au tour de terrain, donc rapprocher le responsable du service de ses intervenants pour faire remonter les problématiques en termes de respect de standards et puis également tout ce qui est les remontées d'informations liées à dysfonctionnement et à tout ce qui peut être lié aux anomalies également. Bien évidemment, pour accompagner cette phase 3, nous avons l'habitude d'accompagner des personnes, donc nous mettons en place généralement des formations qui leur permettent de pouvoir obtenir des certifications, donc soit effectivement
animateurs, aux pilotes de méthode. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on regarde une vidéo, encore une fois au niveau de NetQuattro, où là on vous expliquera également la méthodologie qui a été mise en œuvre et pour bien comprendre en fait quelles étaient les problématiques qu'ils voulaient traiter. Fitness Boutique, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant 15 ans. Aujourd'hui, c'est un groupe de 70 points de vente. On est spécialisé dans l'équipement de fitness, musculation et produits de diététique, nutrition sportive. Depuis maintenant 4 ans, on produit nos propres gammes. Ce sont des produits qu'on fait fabriquer et sur lesquels donc on a la chance d'être sur un marché qui progresse. Le fitness, la remise en forme, c'est dans l'air du temps. Donc les volumes ont fortement augmenté depuis 3-4 ans. Et on s'est retrouvé à devoir faire face à un nouveau métier pour nous. Et le premier service qui a été impacté, c'était le service après-vente. Nous avons ressenti au fil du temps un stock de produits qui s'immobilisait avec une valeur financière importante qui restait chez nous, où on a senti un besoin de faire sortir cette valeur financière. Nous avons aussi ressenti un besoin de satisfaction client à améliorer. Grâce à Excel Consultant, on a mis des chantiers en place dans l'organisation pour apporter une satisfaction clientèle et baisser un stock de produits qui étaient bloqués. Donc la mission chez NetQuattro a tout d'abord commencé par un diagnostic qui a été réalisé au sein de l'activité du SAV pour NetQuattro. Le but c'était d'identifier les axes d'amélioration qui pouvaient être apportés et puis surtout d'essayer d'identifier les métiers, d'identifier les activités et puis d'identifier aussi ce qu'on appelle le takt time, donc c'est la cadence du client qui permettait ensuite de pouvoir équilibrer les différents flux. Deuxième phase, on a mis en place des chantiers, donc 2 types de chantiers ont été mis en œuvre. Premier chantier qui était lié à l'activité gestion des pièces détachées. On a fait un premier chantier donc, qui était un 5S. Le but c'était de rationaliser et de valider les vrais volumes de pièces détachées. Le deuxième chantier, ça a été tout ce qui était lié sur les articles produits reconditionnés. Donc l'objectif c'était de faire descendre le volume de stock de pièces qui étaient en attente de reconditionnement. Donc pour ça, on a mis en œuvre un chantier Kaizen. Troisième grande activité qu'on a mis également en œuvre, c'est ce qu'on appelle la supervision active avec à l'intérieur l'animation intervalle court. L'objectif c'était de pouvoir faire un premier point quotidien sur effectivement est-ce que j'ai atteint ou non mon objectif, est-ce que je suis en décalage et si oui, pourquoi, comprendre les problématiques sous-jacentes pour pouvoir les traiter en termes d'amélioration. Avant, chacun faisait un peu tout et c'est vrai que maintenant, on a réussi à trouver chacun son corps de métier, à diviser la partie pièces détachées et la partie relation clientèle. Ça m'a permis vraiment de savoir où j'allais dans le service, quoi. Qu'avant, on n'avait pas de visuel sur le travail entrant, maintenant on en a. Donc on sait que le matin, on a un nombre de dossiers SAV. Le soir, on sait combien il y en a aussi, donc on sait qu'est-ce qui a été traité dans la journée. Le fait d'avoir fait ce chantier Lean, ça nous a permis d'évoluer un peu et de faire de cette petite structure une structure plus organisée, où on arrive plus à définir les tâches de chacun. Aujourd'hui, le Lean nous a permis de créer 3 postes réels avec chacun leur fonction. Interchangeables, les personnes sont interchangeables parce qu'elles arrivent à réaliser le travail des autres, mais au final ont vraiment des tâches bien définies. Le flux de mails entrant sur ces problématiques, soit depuis notre site web, soit depuis les magasins, a clairement baissé. Et surtout, c'est au niveau de l'humain, au niveau de l'équipe. Les problèmes humains, le rôle de chacun au sein du service, ça oui, c'est énormément simplifié, allégé, et aujourd'hui, on sent qu'on a une vraie équipe service client. Donc au niveau de cette vidéo, ce que l'on peut retenir, c'est que NetQuattro en fait faisait face à une augmentation d'activité qui fait qu'à un moment donné, l'organisation et la structure qu'ils avaient mis en place permettaient de répondre à un moment donné aux demandes de clients. Et du fait de l'accroissement de ce volume,
et ben, ces process n'étaient plus en adéquation en fait avec les besoins et les attentes du marché. Donc, ce qui a généré effectivement des réclamations clients ou des soucis ou des retards en fait pour qu'on puisse répondre aux besoins et aux demandes de clients. Donc, la mission qui a été faite au niveau de cette entreprise avec les acteurs de ce service, donc c'est effectivement de comprendre quels étaient les flux de l'entreprise, de pouvoir associer les rôles et les responsabilités par rapport à ces flux, et également de travailler sur l'équilibrage de ces flux en prenant en compte, comme je vous l'ai dit précédemment, le temps taxe, c'est-à-dire la cadence du client. On a bien identifié les rôles, les responsabilités, éclairci quelles activités devaient être faites par quel acteur, et à partir de là, on a commencé également à définir des objectifs qui devaient être atteints au niveau journalier. Et si on atteignait ces objectifs journaliers, ça nous permettait d'avoir un bon résultat à la fin du mois. En effet, de nombreuses entreprises pilotent leur performance, mais avec des indicateurs qui ne font que compter les morts, c'est-à-dire qu'on attend les résultats à la fin du mois pour savoir est-ce que nos clients ont été contents. Donc nous, ce qu'on décide de faire dans cette notion d'animation à intervalle court, c'est de définir en fait des indicateurs qui nous permettent de pressentir le résultat futur. Si je prends par exemple un processus achat, traditionnellement, les gens mesurent la performance de leur processus achat en comptant à la fin du mois leur taux de service, c'est est-ce que j'ai bien reçu les produits dans les délais et est-ce que le produit que j'ai reçu était de bonne qualité. Donc dans ce cas-là, nous ne faisons que compter les morts et on constate au moment où on devait recevoir le produit qu'il n'est pas arrivé dans nos locaux et ça met en perturbation tout le flux de production dans les entreprises. Donc sur nos process achats, en fait, on se pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs qui nous permettraient d'être en amont, de pouvoir savoir si effectivement, dans un mois, dans 15 jours, on aura reçu ou non notre produit et est-ce qu'il sera de qualité ou non. Et donc ça, c'est des indicateurs qu'on va identifier dans nos processus et qu'on va décider de mettre en place dans notre animation intervalle court et que l'on va piloter au quotidien. Et donc à ce moment-là, on devient non plus à compter les morts, mais on devient prédictif. Et là, ça commence à devenir très intéressant pour l'entreprise et pour nos clients internes du processus achat. Donc si jamais on veut réussir une transformation ligne et qu'elle soit pérenne, il faut un projet partagé avec des objectifs, donc aligner l'ensemble des acteurs de l'entreprise sur les objectifs et sur la stratégie qui a été définie. Deuxième chose, c'est de faire un diagnostic de performance qui permet d'être factuel sur nos constats, de partager les constats, d'être factuel sur effectivement les ressentis que l'on a pu constater dans nos diagnostics pour pouvoir asseoir ensuite la construction de notre roadmap. Une fois que nous avons construit notre roadmap, il faut mettre en œuvre des chantiers d'amélioration en impliquant les gens du terrain. Et ça, c'est fondamental. Il faut également former les acteurs et le management aux outils et aux méthodes qui vont être utilisées. Et puis ensuite, il faut mettre en place l'amélioration continue et être capable de pouvoir la pérenniser. Et donc ça s'assoit sur ce que nous mettons en œuvre au travers de la supervision active. Pour être capable de pouvoir déployer ces méthodes, traditionnellement, nous faisons monter en compétence des acteurs de l'entreprise pour qu'ils puissent mener également des chantiers complémentaires, donc dans cette phase 3. Et pour faire cela, on a traditionnellement des formations qui vont être découpées dans ce qu'on appelle Black Belt ou Green Belt. Donc les Green Belt, ce sont des personnes qui vont être animateurs de chantier, c'est-à-dire qu'ils auront en charge de mener des chantiers d'amélioration. Donc pour cela, il faut qu'ils comprennent les méthodes, il faut qu'on prenne les outils qu'ils vont avoir à déployer. Donc ça, c'est la partie Green Belt. Et puis, il y a certaines personnes dans l'entreprise qui auront en charge de piloter la démarche dans leur globalité. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la partie pilote Lean. Donc c'est ceux qui auront à piloter des projets de transformation. Et ça, c'est ce qu'on appelle le niveau Black. Donc le cycle de formation, qu'il soit au niveau Green ou Black, c'est des modules complémentaires. Donc les premiers modules sont basés sur 6 jours, où là où vous avez les pilotes et les animateurs qui vont suivre le même cursus. Ça, c'est pour apprendre les premiers outils d'une démarche Lean. Donc là, vous découvrirez tout ce qui est le 5S, les méthodes de résolution de problèmes, la supervision active, le SMED, le Kanban. Et ensuite, vous aurez les modules complémentaires pour passer au niveau Black, où là, on va venir asseoir certaines connaissances d'outils, par exemple sur les VSM, et puis appréhender aussi tout ce qui est des outils et les démarches liées au changement. Donc pour la partie Green, ça se décompose sur 6 jours, et puis la partie Black, ce sera 12 jours de formation.
Voilà, nous avons fini notre web conférence sur la partie Lean. Je laisse la main à Pascal pour voir s'il y a quelques questions des participants à cette formation. Oui, donc merci Emmanuel pour cette animation. La première question, peut-on réaliser une démarche Lean lors d'un transfert d'activité? Alors, je pense que dans de nombreuses entreprises, on nous dit je suis en train de transférer des activités et je vais attendre d'avoir fini de transférer mes activités pour mettre en place une démarche Lean. Je pense que ça, c'est une erreur fondamentale, c'est-à-dire qu'on devrait se servir déjà des processus actuels de l'entreprise, de faire l'état des lieux et le bilan sur les flux pour faire que quand on transfère ces process, ce soit déjà dans un process optimisé. En effet, si jamais on ne fait pas ces études en amont, l'entreprise va réinstaller dans certains cas à l'identique les processus sur ce nouveau site et on va se retrouver à 6 mois après l'installation ou 3 mois après l'installation à devoir remodifier les process. Et donc là, on n'est pas obligatoirement optimum. Donc ce qu'on préconise, nous, c'est de faire une photo des process actuels, d'identifier déjà sur quoi on peut s'améliorer au travers de chantiers pour faire que quand on implante les nouveaux process, ils soient déjà optimisés. Oui, une autre question. Peut-on transposer cette démarche Lean Service aux collectivités? Alors, ces démarches peuvent être tout à fait mises en place dans le cadre de collectivités. Collectivités, il y a également dans le secteur public. À ce jour, nous avons des démarches dans certains hôpitaux qui sont mises en œuvre. Donc, ce qu'il faut appréhender, en fait, ce qui peut être un peu différent, c'est de bien identifier toutes les parties prenantes dans ce chantier et de clairement identifier quels sont les objectifs par rapport à ces chantiers et de pouvoir aligner ces parties prenantes ou parties intéressées sur ces objectifs afin qu'il n'y ait pas de réticence par rapport au déploiement de ces méthodes et ces outils. Généralement, on peut également utiliser le Lean en notion d'équilibrage de poste et dans ce cas-là, de faire participer les acteurs du terrain, ça peut permettre également d'éliminer tout ce qui peut être le stress lié à la surcharge d'activité qui peut être lié à la reprise de charge. Donc c'est une méthode et des outils qui peuvent être totalement utilisés dans les collectivités locales. La particularité, c'est de bien prendre en compte toutes les parties prenantes et parties intéressées qui peuvent être plus nombreuses que dans le cadre d'une entreprise privée. Merci. Un autre participant demande quelle est la différence entre un Kaizen et un DMAIC. Et cette personne souhaiterait savoir si ce cycle DMAIC est utilisable dans les services. Alors, la différence entre le DMAIC et un chantier Kaizen, dans un premier temps, c'est que le DMAIC est une méthode de résolution de problèmes. Voilà, vous avez le 8D, le PDCA. Nous, ce qu'on utilise, c'est le DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover, contrôler. On appréhende le DMAIC parce que dans cette démarche-là, il y a une logique de mesure et ça oblige les gens, encore une fois, à être factuels et à bien identifier des notions de volume. Le chantier Kaizen est différent. Le chantier Kaizen, c'est une méthodologie où on va mobiliser des ressources pour traiter un problème ou traiter une amélioration. Donc le chantier Kaizen, c'est ni plus ni moins qu'une méthode d'animation dans lequel on peut déployer des outils de type 5S, de type SMED, de ce type Kanban pour mettre en place des nouvelles pratiques. Voilà. Donc pour nous, le DMAIC est une méthode de résolution de problèmes, le chantier Kaizen est une méthode d'animation de chantier. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser le DMAIC dans les services? Tout à fait, on peut utiliser le DMAIC dans le chantier, dans les notions de service. Ce que je vous disais, c'est d'appréhender la notion d'innover sur également le phase prototype. Voilà. Dans le service, généralement, on ne met pas obligatoirement toujours en œuvre immédiatement les solutions, donc on passe souvent dans une phase de prototype, de phase d'essai. Et ça, c'est généralement la phase prototype, phase d'essai. C'est la phase sur laquelle on doit s'arrêter, nous, dans nos chantiers Kaizen, avant d'étendre et de généraliser. Parce que là, il faut utiliser certains cas des modifications sur le système d'information et surtout prévoir de former l'ensemble des acteurs sur ces nouvelles pratiques. Donc oui,
Emmanuel, on me fait remarquer que l'exemple donné était donc sur un service SAV avec des process assez proches du manufacturing. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples de déploiement du Lean Service dans des secteurs tels que les ressources humaines ou les achats et compléter en donnant quelques bonnes pratiques également de l'AIC dans les services? Donc effectivement, la partie de l'exemple qu'on vous a montré chez NetQuattro était liée à un service après-vente. On peut effectivement relier cela à du manufacturing puisque le produit, dans certains cas, est visible, à l'exception par contre de tout ce qui peut être la partie appel téléphonique, donc tout ce qui est la réception de la demande, le traitement de cette demande jusqu'à l'enlèvement ou le remplacement du produit. Donc là, par contre, on est en pur service. On a l'habitude également de travailler sur tout ce qui est les processus achats. Hein, donc ça peut être l'achat de semi-remorques dans des entreprises qui vont travailler sur la récolte de déchets, mais également les process achats sur des composants et des pièces. Donc l'objectif de toute façon c'est toujours la même chose, hein, c'est de caractériser la notion de volume. Donc ça, c'est la voie du client. 2, c'est caractériser ce process. Et là, on va utiliser les diagrammes de flux avec l'objectif de faire ressortir tout ce dysfonctionnement et irritant. Et puis 3, ça va être de définir notre supervision active qu'on va vouloir mettre en place. Donc les fameux indicateurs qui nous permettent d'être prédictifs pour essayer d'anticiper tout dysfonctionnement probable d'un fournisseur. Donc voilà, nous on a l'habitude de travailler sur ces process achats. Et puis on a également l'habitude de travailler sur les process commerciaux. Les processus commerciaux, donc ça c'est quels sont les facteurs que l'on peut mettre en œuvre pour essayer d'anticiper le fait que nous ne serons pas capables de pouvoir fournir une proposition commerciale qui satisfera nos clients. Donc voilà des exemples sur lesquels on peut travailler à ce jour. Est-ce qu'on peut le mettre en œuvre pour les ressources humaines? Alors sur les processus ressources humaines, tout à fait. Si jamais nous sommes dans des phases de recrutement, on peut se poser la question de est-ce que le délai de recrutement d'un futur salarié répond aux attentes de nos clients internes? Est-ce qu'il est normal entre le moment où j'exprime un besoin de formation, un besoin de recrutement et le moment où le salarié arrive dans notre entreprise, est-ce qu'il est normal que ça puisse attendre 6 mois? On a également eu des cas où, une fois que le salarié arrivait dans l'entreprise, il n'y avait pas l'ensemble du matériel et outils qui étaient nécessaires pour qu'il puisse prendre ses fonctions immédiatement. Donc on a eu effectivement, j'ai pas mon PC, j'ai pas de poste de travail, j'ai tout simplement pas de client qui m'a été affecté. Et donc on a eu quelques entreprises, par exemple dans le monde du conseil, où les délais entre le moment où il était recruté et le moment où il était mis chez le client étaient tellement longs qu'il avait déjà retrouvé un autre emploi avant même d'avoir fait sa première mission. Donc oui, effectivement, ça peut être mis en œuvre dans des processus ressources humaines, exemple, recrutement. Eh bien Emmanuel, merci. Le temps imparti à cette session arrive à sa fin. Merci à tous pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 26 juin pour une prochaine webconf qui portera sur la VSM. Vous pourrez découvrir comment cartographier les flux de valeur de votre entreprise. Bien entendu, nous donnons également rendez-vous sur notre site internet, donc www.xl-group.com. De ce site internet, vous pourrez accéder à notre blog Parlons Lean, où tous nos consultants témoignent de leur expérience en mission, et bien évidemment aussi sur notre chaîne YouTube, où toutes les vidéos tournées lors des missions sont accessibles. Merci à tous pour votre attention et donc à très bientôt. Au revoir.